Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'Institut catholique de Paris pour cette table ronde sur l'avenir de la démocratie représentative. Je suis Guillaume Leroy, doctorant en droit pénal des affaires et responsable du pôle liberté publique du Cercle Droit et Liberté. Alors notre association, elle regroupe essentiellement des juristes, mais reste ouverte à tous, bien évidemment. Nous avons pour ambition de défendre concrètement les libertés publiques. Nous l'avons fait lors de la crise sanitaire en lançant des recours administratifs contre des décrets du gouvernement attentatoires à nos libertés. Nous avons aussi pour ambition d'aborder des sujets qui ne sont que peu abordés dans les universités françaises. Nous avons déjà organisé des conférences sur l'extraterritorialité de la justice américaine, sur le fonctionnement actuel de la diplomatie française. Et ce soir, nous nous attarderons sur l'avenir de notre démocratie représentative. Alors nous avons remarqué au Cercle Droit et Liberté que la démocratie représentative ne suscitait plus l'engouement qu'elle suscitait en 1958 lors de la création et de l'instauration de la Ve République. Nous l'avons remarqué au regard notamment de l'abstention grandissante et galopante qui augmente à chaque élection. On pourra notamment citer le chiffre de 53% d'abstention lors des élections législatives de 2022. Nous avons aussi remarqué une demande plus pressante d'une démocratie plus directe et plus participative, notamment au regard de la crise des Gilets jaunes. Et enfin, sombre phénomène, mais les agressions envers les élus augmentent d'année en année. Et rien qu'entre 2019 et 2020, ce sont 20% de plus d'agressions d'élus. Donc nous remarquons au Cercle Droit et Liberté que la représentativité est une valeur qui risque de subir des atteintes au cours des prochaines années. Au point même que nous nous demandons si la démocratie représentative à la française a encore un avenir. Alors, pour répondre à cette question, nous avons demandé à 3 intervenants de participer à cette table ronde. Alors, le premier ce soir, c'est vous, monsieur le sénateur Le Rudulier. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône depuis 2020. Vous êtes membre de la commission des lois du Sénat et vous êtes aussi enseignant à la faculté d'Aix-Marseille en droit constitutionnel et en théorie de l'État. Nous accueillons aussi le professeur Frédéric Rouvillois. Vous êtes professeur des universités à l'université Paris-Cité. Vous êtes en droit constitutionnel et en droit public en règle générale. Vous êtes aussi connu pour être écrivain. Donc vous avez écrit notamment 2 ouvrages remarqués, donc l'histoire de la politesse et un mauvais maître. Vous avez récemment fait paraître un ouvrage en partenariat avec la Fondation du Pont-Neuf sur la proportionnelle que vous pourrez acquérir pour la modique somme de 15 € à la fin de cette table ronde. Enfin, monsieur le sénateur Loïc Hervé, vous êtes sénateur UDI de la Haute-Savoie depuis 2014 et vous êtes vous aussi membre de la commission des lois du Sénat. Vous êtes illustré notamment lors de la crise sanitaire où vous êtes opposé au gouvernement sur certaines des mesures, disons. Courageusement. Courageusement, tout à fait. Alors ma première question s'adressera à monsieur le sénateur Le Rudulier. Pouvez-vous définir les éléments déterminants de la démocratie représentative et ses implications dans le fonctionnement démocratique de nos institutions ? Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend. Quand effectivement j'ai vu la question du jour, je me suis longuement interrogé sur si la démocratie n'avait pas des adversaires. Puisque quand on parle d'avenir de la démocratie représentative, on peut se dire, mais si son avenir est compromis, c'est qu'il y a des adversaires. Et il est vrai que quand vous regardez ce que nos aînés ont réinventé après la Seconde Guerre mondiale, et puis plus précisément en 1958, on s'aperçoit que les adversaires de la démocratie sont assez nombreux et surtout très bruyants. On les entend beaucoup en contrepartie des promoteurs de cette démocratie qui, somme toute, peut-être à tort,
considère que ce régime politique est éternel, est un acquis immuable. Et j'ai poussé un peu cette réflexion et je me suis dit, mais quels sont ces adversaires de la démocratie? Et j'ai essayé de déterminer en fait 3 milieux hostiles à la démocratie. Il y a un premier milieu, très révélateur, c'est celui des nostalgiques des régimes autoritaires ou totalitaires. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des enquêtes qui sont répétées annuellement auprès des Français, notamment le Cevipof, qui, dans le cadre de ces enquêtes opinion, révèlent que entre un tiers et 40% des Français, de la population française, seraient favorables à un homme fort qui se passerait d'élections et du Parlement. Donc, c'est pas rien. C'est donc clairement un milieu totalement d'irréductibles qui sont hostiles, au fond, au jeu démocratique tel qu'on le conçoit, du pluralisme et des libertés démocratiques. Il y a un deuxième milieu, celui des radicalités. Ces radicalités qui peuvent être politiques, mais également religieuses. En fait, ce sont des milieux culturels, sociaux, de nos sociétés, qui sont véritablement dans un processus de radicalisation. J'en veux pour preuve une partie minoritaire, certes, mais une partie de l'islam, qui, par cet islamisme politique, considère la démocratie comme un ennemi, puisqu'ils veulent mettre en place un régime dit théocratique. Et puis, il y a d'autres radicalités, toujours dans ce second milieu, c'est la radicalité révolutionnaire. Vous avez ce qu'on appelle hier la dictature du prolétariat. Aujourd'hui, on n'appelle plus cette notion-là comme populisme révolutionnaire. Et on peut prendre comme exemple, et là je sors du modèle français, la dictature par exemple du Venezuela avec Chavez puis Maduro. Et puis il y a un troisième milieu, à côté de ces deux milieux que je viens de citer, c'est ceux qui condamnent la démocratie au nom de ses imperfections et qui rêvent d'un système démocratique parfait, c'est-à-dire que pour eux, la démocratie ne vaudrait la peine d'être défendue que si elle correspondait au schéma de l'utopie de la démocratie directe. Ces intégristes, entre guillemets, de la démocratie directe prônent en quelque sorte un régime qui n'a jamais réellement existé, considérant que la démocratie représentative trahirait en quelque sorte le message démocratique. Alors, après, quels sont les signes de cette usure, de cette fatigue démocratique? Vous l'avez clairement dit dans votre propos, c'est l'abstention. Une abstention qui est ce signe d'usure, de fatigue démocratique. En fait, on a l'impression tout de même que ce que traverse à l'heure actuelle, le moment politique que traverse la France actuellement, c'est un moment assez crépusculaire, si j'ose dire. On a une élection présidentielle de 2022 qui, pour beaucoup de Français, et notamment les plus jeunes d'entre nous, a eu en fait, en quelque sorte, un arrière-goût de répétition du passé. On a eu parfois le sentiment également que l'élection présidentielle n'a pas été tournée vers des questions d'avenir, n'a pas suscité une espérance en regard des différentes offres politiques, notamment présentes au second tour de l'élection présidentielle, au premier tour, pardon, de l'élection présidentielle. Et cela s'est traduit par, effectivement, une abstention marquée qui flotte dans l'opinion publique depuis déjà quelques lustres, signe d'un désenchantement des citoyens. Et c'est d'autant plus criant, et ça, ce n'est jamais précisé dans les médias, lorsqu'on analyse la nature de l'abstention de 2022, notamment des législatives, par rapport au scrutin antérieur.
Pour la première fois, il n'y a pas eu de réplique sismique de l'élection présidentielle vers les élections législatives. Et puis, depuis l'avènement du quinquennat et l'inversion du calendrier, je pense qu'on pourra y revenir, puisque c'est un point clé des réformes constitutionnelles depuis 1958, on avait pour habitude d'observer une abstention dans le cadre des élections législatives liée à une participation différentielle très marquée par rapport aux élections présidentielles. Ça veut dire quoi, clairement? Si votre candidat avait remporté l'élection majeure sous la Ve République, vous confirmiez votre vote lors des élections législatives. À l'inverse, si vous aviez un rapport de vote utilitaire, eh bien, votre candidat qui avait échoué, forcément, ça ne vous donnait pas envie d'aller voter. Or, il y a une singularité par rapport à la nature de l'abstention de 2022, c'est que cette abstention impacte l'ensemble des partis politiques pour la première fois. Et donc, il y a une déperdition des votes qui est relativement homogène. Et on se rend compte au fur et à mesure des scrutins que l'on a sans nul doute trop attendu de l'élection. L'élection est certes à la fois le moment roi de la démocratie, car le peuple choisit, mais en même temps, il y a une certaine forme de frustration du peuple qui attend, observe l'exercice du pouvoir sans pour autant peser sur le cours des choses. Alors, je me suis interrogé, on a parlé donc des adversaires de la démocratie, en tout cas les trois milieux, l'abstention, signe d'usure, de fatigue démocratique. Et je me suis posé la question, mais à ce moment-là, comme il y a une abstention, est-ce que ce n'est pas la faute du citoyen? Est-ce que le citoyen, au cours des dernières décennies, n'a pas évolué dans son comportement? Et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que l'insatisfaction démocratique va de pair avec une exigence démocratique de plus en plus forte, grandissante, parce qu'il est vrai que le citoyen d'aujourd'hui a plus facilement accès à l'information. J'étais assez frappé d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par une expression qu'un gilet jaune avait employée dans le jardin des Tuileries, lorsqu'il a rencontré par hasard le président Emmanuel Macron, avec qui se baladait avec son épouse, et il lui avait dit la chose suivante: « Vous êtes notre employé ». Ce qui veut dire que c'est la traduction du sentiment qu'un élu est avant tout au service des citoyens, avec une relation qui a évolué, qui est devenue assez clientéliste. Cela traduit une exigence démocratique plus grande. Alors, après, j'ai évolué sur ma réflexion, puis je me dis, mais dans ces conditions où l'abstention est record, comment faire pour que l'expression démocratique n'aboutisse pas à la disparition du régime lui-même, de la démocratie représentative? Et je me suis penché sur notre loi fondamentale, en disant, mais, tout compte fait, est-ce que notre démocratie représentative n'a pas les moyens de se défendre par rapport aux adversaires qu'elle a en face d'elle? Et je pense qu'elle n'est pas un régime faible, puisque quand vous regardez votre Constitution, notre loi fondamentale, vous avez certaines dispositions, et c'est valable dans l'ensemble des démocraties européennes, qui prévoient des mécanismes de défense dans des moments de menaces fortes. Je pense principalement aux procédures d'état d'exception, d'état de siège, celle par exemple du fameux article 16 qui avait été d'ailleurs actionné et mis en œuvre par le général de Gaulle dans le cadre de la crise algérienne et de ses résurgences sur notre territoire métropolitain. Donc,
Je pense que associer démocratie et faiblesse serait véritablement une erreur, car la démocratie a des réponses assez fermes dès lors qu'elle est menacée dans ses valeurs fondamentales. Néanmoins, je pense sincèrement que notre démocratie ne peut se défendre uniquement par des régimes des dispositions constitutionnelles, législatives ou encore réglementaires, et qu'il est impératif en parallèle d'implanter dans les sociétés de manière durable et profonde une véritable culture démocratique, c'est-à-dire savoir créer les conditions du pluralisme pour préserver notre démocratie. Et pour ce faire, je vois trois axes de réflexion. Il y a d'abord l'école. Je pense que l'éducation, c'est un lieu essentiel de l'apprentissage de la démocratie pour celle ou celui qui va devenir le citoyen de demain. Le deuxième axe, c'est a fortiori la diversité de l'information. Alors ça vous paraît courant, classique, normal aujourd'hui, mais on n'imagine nullement une véritable démocratie avec une information qui serait dans les mains de quelques-uns, le pluralisme informationnel étant l'une des conditions essentielles de la constitution, de la construction d'un régime démocratique. Et puis, troisième axe, c'est la reconnaissance également d'une opposition ou de plusieurs oppositions avec des droits réels, des droits qui pourront être la prise de parole, le contrôle de l'action de la majorité. Et cette reconnaissance de l'altérité est l'un des mécanismes fondamentaux de la démocratie. Et le droit suprême, c'est d'être éventuellement un jour ou l'autre au pouvoir et que tous les citoyens, même celui qui n'a pas voté pour le candidat ou pour la liste qui a gagné les élections, acceptent le vote démocratique. Alors j'en viens maintenant au cœur du sujet. Est-ce que la démocratie représentative a encore un avenir ? Est-ce que, en quelque sorte, elle est toujours le moins mauvais des systèmes parmi toutes les formes connues de gouvernement ? Alors je serais tenté de vous dire, à brûle-pourpoint, la démocratie représentative a certainement un avenir. Néanmoins, quand on analyse les 20 dernières années, les 30 dernières années, on s'aperçoit à la fois au cœur de nos sociétés européennes, démocratiques, mais plus largement dans le monde entier, que ces 20 dernières années se caractérisent plutôt par le retour des intolérances de différentes natures. On a parlé des radicalités religieuses, des radicalités politiques, avec ce virus populiste qui, peu à peu, taraude nos démocraties. Je pense tout particulièrement en Europe à ce qui se passe en Pologne, à ce qui se passe en Hongrie. Il y a donc au sein même de nos démocraties des éléments qui peuvent nous faire douter, remettre en question l'avenir de la démocratie représentative. Et dans les années 90, c'est un auteur que j'ai lu, puisque je m'en suis largement, non pas inspiré, mais appuyé ses propos lors de la rédaction de ma thèse. C'est un chercheur de sciences politiques qui était spécialiste dans les dictatures espagnoles. Il s'appelle Guillermet. Guillermet a fait un ouvrage en 1990 qui s'appelle « L'hiver de la démocratie ». Alors, sa publication est passée assez inaperçue à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il nous disait, en fait ? Dans son ouvrage, il nous mettait déjà en garde. Et il disait, si je synthétise sa pensée, nous sommes convaincus que la démocratie est un régime d'éternité, refaçonné de manière profonde après la Seconde Guerre mondiale, qu'elle ne cesse de s'étendre dans le monde et de s'améliorer dans ses processus internes.
je pense qu'on se trompe. Parce que dans le même temps, je parle à la place de Guillermet, vous l'avez compris, nous observons déjà en 90 la montée des populismes et également de la tentation technocratique, de confier le pouvoir à ceux qui savent, soi-disant, aux experts, deux phénomènes qui taraudent progressivement la société. Et d'une certaine manière, nous y sommes. Nous sommes à un carrefour. Et globalement, le message que je voudrais vous faire passer, c'est que la démocratie est en permanence à réinventer. Parce que si les citoyens veulent éviter un avenir sombre, tel que la dictature présente dans de grands pays, je le rappelle, la Chine, la Russie, le Brésil, si l'on veut éviter que nos démocraties deviennent illibérales, c'est-à-dire qu'elles aient en apparence la forme d'une démocratie, mais sans pour autant en avoir la réalité dans son fonctionnement quotidien, ou encore que nos démocraties deviennent technocratiques, avec, je mets ça entre parenthèses, mais ce lâche recours à ceux qui sont supposés savoir, il n'y a qu'une seule issue, c'est véritablement de réinventer la démocratie, de la réinventer comme elle l'a été en permanence depuis 250 ans, depuis la rupture révolutionnaire jusqu'à nos jours. Rappelez-vous, la démocratie a commencé par être au début du XIXe siècle une démocratie censitaire, où seuls les plus riches avaient le droit d'exprimer leur point de vue. Et puis elle est devenue au milieu du XIXe siècle une démocratie au suffrage universel, mais sans que les femmes ou les plus jeunes aient le droit de participer au vote. Et il a fallu attendre après, dans les années 1940, pour ouvrir aux femmes et qu'elles accèdent à la capacité électorale, puis en 1974, que les plus jeunes d'entre nous, de 18 à 21 ans, y accèdent également. On a donc élargi en premier lieu le corps électoral, mais dans le même temps, on a évolué dans le dispositif institutionnel. La France a connu la démocratie parlementaire, la démocratie présidentielle. Elle connaît aujourd'hui une démocratie mixte, je préfère le terme parlementarisme rationalisé, qui mêle les éléments du régime parlementaire au régime présidentiel. Alors, je vais conclure très rapidement. Je me suis intéressé à un second ouvrage, puisque le professeur Rousseau devait être parmi nous, sur la démocratie continue. Et je pense qu'il y a là une des clés véritablement de l'évolution de la démocratie. La démocratie représentative ne peut pas suffire à elle-même. On l'a vu dans le cadre de la crise des Gilets jaunes ou des abstentionnistes. La démocratie représentative est par essence une démocratie intermittente, rythmée par les élections. Et en fait, à côté de la démocratie représentative, j'ai bien dit à côté et non pas à la place de la démocratie représentative, je pense qu'il y a nécessité de faire vivre une démocratie participative, voire délibérative, on parle de convention citoyenne tout à l'heure, des moments qui vont permettre aux citoyens qui le souhaitent, qui sont engagés, de dire leurs convictions, leurs pensées sur tel ou tel sujet, de participer en quelque sorte au débat, mais à une seule condition, et ça j'insiste bien dessus, à une seule condition, c'est que la légitimité en dernière instance appartienne toujours à la démocratie représentative, puisqu'elle a en quelque sorte la logique du nombre. Ce sont des millions d'électeurs qui se positionnent à chaque fois, malgré un fort taux d'abstention. Vous n'avez qu'à voir le grand débat national, même si ça a été un succès au niveau du nombre, je parle, ça n'a regroupé que 2 millions de citoyens, c'est-à-dire 3 à 4%
du corps électoral. Et puis, le deuxième élément, et j'en terminerai par là, c'est la réanimation d'une démocratie directe ou semi-directe. Un nombre de pays européens tels que la Suisse connaissent cette forme de démocratie vivante, avec notamment la multiplication de votations. Et je pense que la France en 1958 a très bien fait, et je pense qu'il n'y a que De Gaulle qui a su véritablement bien utiliser ce principe du référendum, puisqu'elle a introduit l'instrument référendum dans sa vie démocratique. Et malheureusement, on a glissé d'un positionnement sur une question, c'est devenu plutôt une forme de plébiscite, ou pas d'ailleurs, par rapport à la personne qui posait la question. Et je pense que depuis 2005, ce principe n'est plus utilisé, que c'est une erreur et qu'il faudra, à mon sens, le réintroduire, peut-être de manière plus originale, peut-être moins dans des moments de tension, sur des sujets fondamentaux. Je vous rappelle qu'il y a deux types de référendums, l'article 11, référendum législatif, et l'article 89 sur le référendum constitutionnel. Voilà. Clairement, pour synthétiser mon propos, je pense que c'est en faisant jouer ce pluralisme démocratique qu'on parviendra à cette démocratie dite continue, sans pour autant appeler à la grande révolution et appeler à une 6e République. Je pense que notre 5e République a fait les preuves de sa durabilité, de sa longévité, et qu'elle a encore tout de même de longues années devant elle. Merci, monsieur le sénateur, pour ce propos dense. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, dans l'imaginaire collectif, nous avons tendance à opposer la démocratie représentative à la démocratie directe. Pourriez-vous nous définir ce qu'est la démocratie directe et nous dire si cette opposition est justifiée? Bien, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole et dans un temps de l'histoire politique française tout à fait singulier, de participer à la réflexion ce soir avec monsieur le professeur, avec mon collègue Stéphane, sur ces questions de démocratie. Et vous donnez la parole à quelqu'un qui vit à côté d'un État fédéral qui s'appelle la Suisse et dont on dit souvent, et d'ailleurs souvent à tort, j'y reviendrai, qu'elle représente un exemple à la fois de démocratie directe, d'association des citoyens à un certain nombre de décisions, et qui peut parfois être, ou pas, inspirant pour la démocratie française. Et c'est une bonne transition avec ce que Stéphane Le Rudulier vient de dire par rapport à la pratique référendaire, puisque des cantons suisses primitifs qui ont créé la Confédération au tout départ, où des assemblées d'hommes prenaient sur la place du canton, principal du canton, des décisions majeures pour l'avenir de la collectivité. Et si aujourd'hui cela relève plus du folklore que de décisions politiques importantes, il n'en demeure pas moins que la pratique de la votation, au niveau cantonal comme fédéral, reste en Suisse un mode de décision très important. Mais il souffre d'une critique qui est consubstantielle, c'est qu'en fait les Suisses ne votent pas, ou très peu, et que d'une part la participation est tout à fait relative, si bien que la légitimité même des décisions prises peut être mise en cause, d'une part, mais que les sujets mis sur la table vont de la question de l'édification des minarets au fait pour la Banque nationale suisse d'acheter de l'or ou pour l'armée suisse d'acheter des F-15. C'est-à-dire qu'en fait, tout peut être mis sur la table, y compris des décisions stratégiques ou des décisions d'évolution sociale, l'âge de la retraite des femmes, la 5e semaine de congés payés, par exemple. Et les Suisses sont tellement paradoxaux que, sur des avancées comme celle-ci, ils arrivent même à voter non à des choses qui sont importantes. D'ailleurs, en plus, il y a une vraie difficulté, puisque souvent, on part d'une interrogation négative, c'est-à-dire que si on est d'accord, il faut voter non, et si on est contre, il faut voter oui.
ça arrive, c'est une des difficultés que l'on a. Mais, alors, pour répondre à votre question très directement, c'est cette opposition classique de dire, il y a d'un côté la démocratie représentative, celle que nous incarnons avec Stéphane ce soir, et puis opposée à la démocratie directe. Et puis entre les deux, vous avez, et pardon de faire le centriste, mais vous avez d'autres concepts qui émergent, notamment le concept de la démocratie participative, ou même un autre concept que je trouve très intéressant, qui est le concept de la démocratie liquide, où chaque individu choisit de lui-même s'il dépose entre la main d'un délégué, révocable lui-même, sa souveraineté personnelle. Et donc, je crois que dans la période que nous vivons, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants, mais je ne peux pas résister, parce que je ne suis pas un grand défenseur de certaines formes de démocratie, notamment participative, je ne peux pas résister à la critique de dispositifs que l'on nous a imposés. Le dispositif que nous a imposé, que l'exécutif a imposé notamment au Parlement, et l'exemple le plus édifiant, évidemment, c'est l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat, où on a confié à Harris le soin d'aller sélectionner 300 000 numéros de téléphone, d'aller faire un échantillonnage de ces 300 000 personnes, et avec un taux de réponse, d'acceptation, qui doit être entre 1 et 2%. C'est-à-dire que quand vous tirez au sort des personnes et que 1 à 2% d'entre elles vous acceptent de rentrer dans le processus, en fait, on n'est plus du tout dans un dispositif acceptable. Et je le dis d'autant plus qu'on l'oppose au vieillissement de la démocratie représentative, que nous incarnons encore une fois, mais dans une période où depuis 40 ans ou 50 ans, tous les corps intermédiaires se sont effondrés. Et si l'on regarde ce qui hier fabriquait la réflexion intellectuelle du pays, qu'il s'agisse des grandes organisations syndicales, je pense notamment au monde agricole, mais aussi aux syndicats professionnels ou aux syndicats de salariés, que les partis politiques, pourtant reconnus dans la Constitution comme étant un endroit très important de formation et qui concourent à la vie démocratique. Les partis politiques aujourd'hui sont d'une pauvreté financière et intellectuelle totale. Les partis, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les partis politiques ne sont plus des lieux de réflexion. Moi, je fais de la politique depuis 22 ans. Et j'ai commencé la vie politique comme responsable des jeunes UDF. Nous avions des moyens, capacité de formation, une capacité d'entraînement à ce que c'est que la controverse démocratique. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que sont devenus le MJS, les jeunes avec Macron et les jeunes pop ou je ne sais pas quoi. Enfin, je sais pas, je sais très bien ce qu'ils sont devenus. C'est-à-dire que ce sont aujourd'hui des structures extrêmement faibles et en organisation et en pouvoir. Et je pourrais rajouter à ça, évidemment, les courants de pensée philosophiques, humanistes, l'Église, qui était aussi un endroit de réflexion intellectuelle. Je dis en plus à la Cato à Paris, mais c'est vrai. Je veux dire, la vie intellectuelle, elle ne se limite pas, évidemment, qu'au lieu du pouvoir. Et donc, il faut trouver des nouvelles solutions dans un pays où les corps intermédiaires se sont effondrés, dans un pays où les lieux du pouvoir de la démocratie représentative sont remis en cause, sauf le maire, sauf l'institution municipale, qui reste encore un endroit à peu près préservé. Et donc, je voudrais quand même citer ce soir un rapport qui a été commis par Henri Cabanel et Philippe Bonnecarrère au Sénat, qui a réfléchi sur les questions de démocratie représentative. Je vous enverrai les références, et si vous voulez mettre au compte-rendu de cette soirée, c'est intéressant, parce qu'ils sont allés sur différents sujets, sur l'association des citoyens à la décision politique, sur l'association des citoyens aux grandes infrastructures, aux grands investissements. Alors, vous savez, c'est cette fameuse commission présidée par Chantal Joanneau qui permet d'associer, de concerter avant de lancer un projet d'autoroute, de ligne de TGV ou telle infrastructure importante. C'est une obligation qui est mise dans la loi de concerter ab initio, très en amont. Et enfin, un sujet dont on ne parle pas, ou très peu, mais c'est l'articulation entre démocratie
représentative et démocratie sociale. Parce que dans notre pays, on confie une grande partie des décisions qui sont prises à un champ qui n'est pas un champ démocratique au sens de l'élection au suffrage universel direct, mais on le confie au dialogue social. Et ce sont des centaines de milliards d'euros sur l'assurance chômage, sur l'assurance maladie, sur l'assurance vieillesse, qui sont définis par le dialogue social et gérés par des représentants d'organisations professionnelles ou syndicales. Donc ces trois réflexions ont été conduites par nos collègues. Et moi, j'en terminerai par un élément de réflexion plus personnel. Je crois que, et je le dis d'autant plus que j'ai été maire d'une commune, président d'une intercommunalité pendant une dizaine d'années et que j'ai vu ça de près. Je pense que la démocratie locale, préservée dans la relation que les gens, les habitants, les citoyens ont vis-à-vis d'elle, n'en demeure pas moins une démocratie fragile, que l'évolution de l'intercommunalité et le fait qu'un certain nombre de décisions deviennent de plus en plus techniques et juridiques et normées fait que, allez voir par exemple ce que c'est qu'un PADD, document préalable à l'élaboration d'un PLU. Allez voir la technicité, le jargon utilisé. C'est imbitable pour 99% des gens. Je veux dire, donc on a un vrai sujet de complexité. Je pense que par ailleurs, la démocratie locale recèle des richesses insoupçonnées et qu'on est aujourd'hui encore trop bloqué par la logique du mandat. La logique du mandat, non pas tellement dans son principe, mais dans sa durée. Et moi, je trouve qu'il faudrait je vais prendre un exemple très concret. On pourrait tout à fait imaginer que des citoyens experts, de bonne volonté, viennent contribuer, non pas seulement à la décision politique, mais à la réflexion politique sur des sujets tout à fait locaux. Je viens d'une vallée alpine qui s'appelle la vallée de l'Arve, qui est une vallée où l'Arve prend sa source dans les glaciers à Chamonix et se jette dans le Rhône à l'aval de Genève. Cette vallée, vous la connaissez pour des raisons positives. C'est la vallée du décolletage, une vallée industrielle extrêmement importante, extrêmement riche. Mais c'est aussi une vallée extrêmement polluée. Or, nous avons peut-être, dans cette vallée, l'une des concentrations d'ingénieurs les plus fortes du monde. Dans une période où les solutions sont à inventer. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un plan de protection de l'atmosphère sur la vallée. Puis alors, dans le grand génie français, on a fait des silos. On a fait un silo industrie, un silo logement, un silo transport. Et on a organisé la réflexion avec des gens représentatifs qui sont venus réfléchir. À aucun moment, on ne s'est tourné vers les sachants. On a dans cette vallée des gens qui travaillent dans des groupes comme Somfy, comme Profalux, comme Quechua, qui sont des gens de très haut niveau, qui réfléchissent sur la maison de demain, la voiture de demain, l'humain augmenté. À aucun moment on leur a dit « Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis et essayer de construire avec nous des solutions ?» Donc on a un vrai problème, c'est qu'on a du mal à aller mobiliser ces capacités intellectuelles-là, ces idées, alors qu'elles existent, et alors qu'en plus de ça, dans l'entreprise aujourd'hui, la RSE ayant produit ses effets, l'idée même qu'on puisse contribuer dans l'entreprise au bien commun, à l'intérêt général et à la construction de choses qui sont temporaires mais qui sont à très fort enjeu, eh bien ce sont des choses qui sont à inventer. Et donc je le dis avec humilité, nous avons, nous législateurs, à mon avis, une charge, c'est d'inventer une démocratie dans laquelle le représentant du peuple, les représentants du peuple n'abandonnent pas leur souveraineté au profit de structures un peu évanescentes, mais vont aller chercher dans la société française celles et ceux qui sont capables de trouver des solutions. Merci, monsieur le sénateur. Monsieur le professeur Rouvillois, la Constitution de la Ve République recèle un certain paradoxe en son article 3 qui dit, je cite, que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Finalement, qu'a choisi le constituant de 1958 ? Est-ce qu'il a choisi démocratie représentative ou démocratie directe ? Alors, je vais... Pardon. Oui. Ou comme ça, c'est bon ? Vous m'entendez ou pas ? Oui. Bon.
Alors, cher Guillaume, merci tout d'abord de m'avoir invité dans ces lieux prestigieux où souffle l'esprit et patati patata, et de m'avoir invité à ce débat qui est effectivement extrêmement actuel, extrêmement urgent, extrêmement passionnant. Et je vais faire le mauvais élève, je ne vais pas répondre à votre question, je vais faire un hors-sujet, mais un hors-sujet qui va néanmoins être quand même un peu dans le sujet général de la chose. Sur cette question de l'avenir de la démocratie représentative, justement. Cette démocratie représentative, donc élective, elle est effectivement dans une situation extrêmement délicate. Tout à l'heure, monsieur le sénateur Le Rudulier nous disait que, j'ai fait un petit tableau, on a 40% de nostalgiques des régimes autoritaires, 40 ou 5%, X% de radicalisés, ceux qui condamnent la démocratie actuelle, ça fait effectivement plus de 50% qui seraient contre. Ce qui pose évidemment un problème, si effectivement on a un système qui obéit à la règle de la majorité et que ce système est majoritairement désapprouvé par les Français, la question c'est un peu de savoir si c'est encore crédible et si on peut en parler sans être un peu comme, vous savez, ces prêtres de l'Antiquité qui ne pouvaient pas se croiser dans la rue ou dans un espace public sans éclater de rire parce qu'ils savaient très bien l'un et l'autre qu'ils disaient des bobards à tout le monde. Voilà. Bon, c'est un petit peu la question qui se pose quand même ici, me semble-t-il. Donc cette démocratie représentative, elle est dans une situation délicate, particulièrement délicate. On l'a vu effectivement lors des dernières élections. On l'a vu, comme vous l'avez dit très bien, messieurs, avec la question évidemment de l'abstention, qui est un problème récurrent, mais qui est de plus en plus terrifiant. On est un petit peu comme... vous savez, ce personnage dans Victor Hugo qui est en train de se noyer dans les sables mouvants du Mont-Saint-Michel. Il essaie de faire des gestes, mais... et si je puis me permettre, monsieur le sénateur, le monsieur qui est en train de s'enfuir dans les sables mouvants et de se voir mourir, je pense qu'il dit aussi un peu comme vous, on va essayer de se réinventer, les gars. On va essayer de trouver de nouvelles solutions. Sauf qu'il y a de nouvelles solutions, il n'y en a quand même pas des masses. Et que, d'autre part, la démocratie représentative, en fait, elle est véritablement, actuellement, me semble-t-il, coincée, et je vais continuer mon propos un petit peu dans ce sens-là, coincée entre deux alternatives, dont vous avez parlé l'un et l'autre, qui sont défendues et présentées par certains segments de la société ou de la population ou des élites politiques comme beaucoup plus satisfaisantes. D'une part, la démocratie directe ou semi-directe. Et la question étant de savoir, est-ce qu'on parle là encore sérieusement alors que on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a dans la Constitution toute une palette d'instruments référendaires qui ne sont en fait quasiment jamais utilisés, que ce soit au niveau constituant, au niveau législatif, au niveau européen, avec en plus le petit trucage de la révision de 2008 qui a permis d'éviter un référendum obligatoire en matière de nouvelles entrées dans l'Union européenne, ou des référendums locaux, etc. Voilà, on a tout ça et on n'en fait rien. Et pourtant, comme vous le disiez, je reviens un tout petit peu à la question, effectivement, l'article 3 nous dit que le peuple est souverain et qu'il a deux manières de s'exprimer, effectivement, l'élection et le référendum. Et dans la vision gaullienne, au départ, le référendum n'est pas du tout en dessous de l'élection. Le référendum est conçu par De Gaulle et par ses proches, notamment René Capitan ou même plus ou moins Michel Debré, en tout cas beaucoup de gaullistes, notamment ceux qu'on appelle les gaullistes de gauche, comme un mode parfaitement légitime, évidemment, et normal d'exercice du pouvoir populaire. Un mode d'exercice d'autant plus fort que De Gaulle et les premiers gaullistes considèrent que lorsque le peuple a dit non à un référendum, il leur a retiré leur confiance et ils sont obligés de démissionner. Donc vous voyez, on est dans quelque chose qui est... c'est un peu un autre monde, mais en même temps, c'est quand même notre Constitution et c'est quand même l'esprit de la Ve République. Voilà, donc la démocratie représentative, elle est coincée entre, d'une part, effectivement,
la démocratie semi-directe, qui est elle aussi un élément de l'ADN de la Ve République et qui a effectivement été relancée de manière considérable ces dernières années avec la question des Gilets jaunes, avec les propositions de loi émanant de la France insoumise, du Front National, mais aussi de divers membres des Républicains ou même de la Macronie à l'époque. Donc voilà, on a ce premier massif qui est quand même extrêmement intéressant et qui est peut-être un élément de réponse. Et on a d'autre part un autre élément, un autre massif, qui est, à mon sens, beaucoup plus inquiétant, qui est celui de la démocratie participative. Et à ce propos, donc vous avez parlé très justement de cette Convention citoyenne pour le climat qu'on nous avait vendu à l'époque comme quelque chose d'absolument merveilleux, comme le nec plus ultra de la démocratie, comme vous allez voir ce que vous allez voir, avec, vous vous rappelez ce que disait Macron, notamment aux 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, tout ce que vous allez dire se sera repris sans filtre. Vous vous rappelez du terme. Et il reprend cette terminologie lorsqu'il fait le débriefing, je crois c'est le 24 juin 2020 dans les jardins de l'Élysée, jusqu'à ce que, quelques mois après, les 150 s'aperçoivent que, non, en fait, tout ça c'était de la poudre aux yeux. On les a bernés. Ça, c'est en juin 2020. Et en mai 2021, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le même Emmanuel Macron va lancer à Strasbourg une nouvelle expérience de démocratie participative, présentée elle aussi comme très supérieure finalement à tout le reste, à la démocratie directe et bien sûr d'abord à la démocratie représentative et élective classique. Cette deuxième expérience, c'est donc la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui cette fois-ci concerne non pas seulement quelques citoyens français, non pas 150 Français, mais carrément 800 citoyens de l'Union européenne, répartis en 4 panels, expérience dont le président Macron déclare dans sa conférence de presse du 9 mai 2021 qu'il s'agit, je cite, d'un exercice démocratique inédit dans notre histoire et dans celle du monde. Inédit dans notre histoire et dans celle du monde. Inédit, c'est-à-dire nouveau, et nouveau, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui est progressiste comme Emmanuel Macron? Ça veut dire mieux. Voilà. Ça n'avait jamais été fait parce que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas, on n'était pas assez intelligent, pas assez raisonnable, pas assez, etc., etc. Mais maintenant, on peut le faire. Et donc, on va se livrer à cet exercice qui a été clôturé donc, il y a quelques semaines, le 9 mai 2022. Et on continue donc de nous présenter cette chose, et en l'occurrence cette conférence sur l'avenir de l'Europe, comme la démocratie dans sa version la plus pure et parfaite, si je puis dire. Les termes du président Macron étant tout à fait intéressants. Et ça nous permet de nous poser la question, je pense, à la fois sur la démocratie représentative et sur l'avenir de l'une et de l'autre. Une démocratie, rappelons-le, c'est d'abord et fondamentalement une procédure. Une procédure selon laquelle le peuple, démos, décide librement, souverainement, kratos, de toutes les questions qui le concernent. Voilà, basique. En l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer avec cette conférence sur l'avenir de l'Europe ? Eh bien, les panels de citoyens européens, qui donc représentent la partie réellement démocratique de la chose, ne sont absolument pas représentatifs, sur aucun plan. Et d'autre part, donc il n'y a pas de peuple. Ces panels qui sont le peuple ne sont pas le peuple, et n'ont rien à voir avec le peuple. Donc on enlève Demos. Par ailleurs, ces panels, soi-disant représentatifs du peuple, n'ont pas de pouvoir en réalité, puisqu'ils sont assistés par, et c'est un autre énorme problème effectivement d'actualité, ils sont assistés par des experts qui ont naturellement été choisis par les organisateurs de cette conférence.
Pour ce qui est de la Convention citoyenne pour le climat, vous vous rappelez, à la manœuvre, il y avait essentiellement toute une série de think tanks, eux-mêmes directement liés à Emmanuel Macron et à En Marche, en particulier la Fondation Montaigne, subsidiairement la Fondation Jean Jaurès et surtout Terra Nova, qui avaient en fait recruté l'essentiel des experts, enfin tous ces think tanks étant liés par ailleurs non seulement à Emmanuel Macron, mais également à d'autres lobbies internationaux, notamment à Soros et autres. Et donc c'était ces think tanks qui avaient établi ce qu'on appelle la méthodologie, en fait, la méthodologie d'ensemble, qui avait déterminé les experts qui allaient finalement expliquer tout ce qu'il fallait savoir aux 150 membres de la Convention citoyenne, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Il se passe que, je ne vais pas vous faire dans le détail, mais c'est exactement la même chose pour cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en réalité, ce qu'on nous vend pour être de la démocratie, c'est en fait une sorte, utilisons des grands mots compliqués, une sorte d'oligarchie épistocratique. Une oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir qui appartient à quelques-uns, ceux qui sont au-dessus, épistocratique, c'est-à-dire elle appartient à ceux qui savent, ou à ceux qui sont censés savoir. Vous avez parlé de Harris pour le recrutement, effectivement, voilà. Pour la conférence pour l'avenir de l'Europe, c'est une société belge liée à des lobbies pro-européens, la société Kantar Belgium, qui va être chargée notamment d'établir les éléments de méthode, etc. Donc on est tout à fait dans cette même... voilà. Et au total, qu'est-ce qu'on a dans l'exemple belge, enfin dans l'exemple européen, donc, que Macron vient de clôturer avec son discours du 9 mai 2022. On a des panels, donc, qui sont soi-disant tirés au sort. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, monsieur, très justement, effectivement, du caractère totalement dérisoire de ce tirage au sort. Parce qu'en fait, s'il y avait un tirage au sort, pourquoi pas ? Vous savez que le tirage au sort, c'est effectivement, d'ailleurs Guy Hermé en a parlé beaucoup dans ses livres, c'est très intéressant, le tirage au sort, c'est initialement la procédure démocratique normale. Parce que c'est la meilleure manière de respecter le principe fondamental de la démocratie, qui est le principe d'égalité. L'élection pose plus de problèmes. Voilà, elle introduit des distinctions, mais voilà, en principe, dans les cités grecques en particulier, à l'origine de la démocratie, c'est le tirage au sort qui est utilisé comme étant la procédure démocratique normale, voilà, essentielle. Sauf que, est-ce qu'on a vraiment un tirage au sort ? Si on avait vraiment un tirage au sort, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas du tout ça qu'on va faire, ni pour la Convention sur le climat, ni pour la Conférence de l'Europe. On veut en fait que les différentes catégories de la population soient représentées. Mais c'est quoi ces catégories ? C'est des catégories qui ont été établies au préalable par, justement, les auteurs de ces méthodes. Et, par exemple, il y a une chose qui m'avait extrêmement surprise dans la Convention citoyenne pour le climat, et je veux dire, on était à Cato, donc on peut en parler, le fait que la question de la famille et le fait d'avoir des enfants ou pas, par exemple, n'était absolument pas prise en compte parmi les éléments, parmi les catégories du tirage au sort. Et donc, voilà, cette dimension-là avait été purement et simplement évacuée de l'établissement des catégories qui étaient ensuite représentées dans ce tirage au sort. Dans l'histoire... Monsieur le professeur, je prends la main, mais... juste une seconde. Voilà. Dans le cas de la Belgique, par exemple, enfin de la conférence donc, sur l'avenir de l'Europe, qu'est-ce qu'on va faire ? On va décider d'emblée, pour des raisons mystérieuses, qui sont peut-être bonnes en soi, mais de surreprésenter de manière massive les 16-25 ans. Les 16-25 ans représentent environ 12% de la population européenne, et dans les panels soi-disant représentatifs, ils représentent 33%. Tout ça pour vous dire que rien que ce chiffre-là nous montre qu'on est dans un système de distorsion complète de la
de la représentativité, et donc dans un système dans lequel le mot de démocratie n'a évidemment pas sa place. Or, c'est cela que notre président nous montre comme étant finalement, véritablement, la démocratie idéale, la démocratie de demain, la démocratie qui pourra se substituer finalement à la vieille démocratie représentative et élective poussive, fatiguée, délaissée par les électeurs, et à la démocratie directe, plébiscitée par les extrêmes de Mélenchon à Marine Le Pen. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Ce que je remarque, c'est que vous avez un accord entre vous trois, c'est que vous êtes tous les trois hostiles à la démocratie participative. Bon, ça, vous en discuterez ensuite, on enchaînera. Et le constat que vous faites sur la démocratie représentative est assez sombre. Essayons d'être optimistes, messieurs. Et je demanderai au sénateur Le Rudulier si vous aviez une solution institutionnelle pour redorer le blason de la démocratie représentative. Je pense qu'il y a un écueil à éviter. Vous savez, c'est comme un malade quand il y a de la fièvre. Il ne faut pas casser le thermomètre. Ce n'est pas le thermomètre qui est en cause. Il faut aller traiter la maladie chez le malade. Qu'est-ce qui, chez nos citoyens, procure ce désenchantement? Il faut le dire, c'est un peu quand même l'absence de résultats du milieu politique, quel qu'il soit, de gauche, de droite, avec des échecs depuis plus de 30 ans. D'où cette interrogation. Mais attention à ne pas faire des raccourcis en disant, bon, alors, tout compte fait, les résultats ne sont pas là. On a une sorte de défiance avec le monde politique, donc changeons nos institutions. Mais c'est pas tout à fait comme cela. Dans la Constitution de la Ve République, et je réinsiste, on a tous les outils pour faire participer le peuple à un moment donné. Alors je distingue, et Loïc Hervé a entièrement raison, on peut faire des référendums d'initiative locale, ou voire même des consultations à l'échelle d'une commune, c'est une démocratie de proximité. C'est pas gênant. Là, on raisonne à un niveau national. On a reproché à De Gaulle qui se méfiait du Parlement. En 1958, il y avait cette défiance de Gaulle vis-à-vis des parlementaires. Rappelez-vous, il actionne l'article 11 pour éviter justement le passage devant le Parlement, pour modifier une disposition constitutionnelle, et le Conseil constitutionnel, à l'époque, il n'avait pas le même, on va dire, les mêmes rôles en tant que tel, puisqu'il était là uniquement pour faire l'arbitre entre le 34 et le 37, là, hein, le réglementaire ou le législatif, passe outre. Il ne se prononce pas. Et pour autant, il a été décrié, mais il a utilisé plus de 10 fois, si je ne m'abuse, le référendum pour rendre la parole au peuple. Et puis, à un moment donné, il faut respecter la parole du peuple. Parce que quand, en 2005, le peuple se prononce de manière totalement légitime sur un non, et que quelques années après, que dis-je, oui, quelques mois après, on va à l'encontre de la volonté du peuple, a fortiori, maintenant, plus personne au niveau des exécutifs ose brandir le référendum, en disant, oh là là, mais c'est un instrument qui est délicat. Mais à un moment donné, il y a aussi le courage politique. C'est-à-dire, je suis désavoué, c'est ce que De Gaulle a fait d'ailleurs, il était désavoué dans le cadre d'un référendum, il est parti. J'ai compris, vous ne voulez pas de la régionalisation, je m'en vais. C'est là l'une des clés pour redonner confiance, c'est-à-dire, à un moment donné, rendre la parole au peuple, je pense, à travers les dispositifs de la Constitution, de manière, sur des textes de loi par exemple, on ne parle pas uniquement du référendum constitutionnel, mais sur des textes de loi qui structurent l'avenir des Français. La réforme des retraites par exemple, ça pourrait faire l'objet d'un référendum législatif. On en parle depuis des années, un long débat,
où il y a un débat sur ce thème-là et un positionnement et on répond à cette question. Donc je pense clairement que tous les outils sont là. Attention aux gadgets qu'on agite, parce que c'est un effet pervers derrière. Regardez la Convention citoyenne, le professeur l'a très bien dit, ça allait être merveilleux, fantastique. Résultat des courses, de nouveau le sentiment de défiance qui arrive derrière, parce que les 150 citoyens ont eu l'impression d'être floués, a fortiori. Monsieur le sénateur Hervé, est-ce que vous êtes d'accord avec ces solutions dégagées par monsieur le sénateur Le Rudulier, et est-ce que vous en entreverriez d'autres? Alors moi, je ne suis pas de tradition gaulliste, pas du tout même. Et je pense que la Ve République, si on la lit dans sa rédaction de 58, finalement est d'une constitution assez parlementaire. Elle est même complètement parlementaire. C'est la pratique, c'est les évolutions, c'est le pouvoir exorbitant du président de la République qui fait que, progressivement, quinquennat aidant, inversion du calendrier, on l'a présidentialisé. Et donc on est dans une forme de paradoxe. Je fais même partie des quelques personnes rares qui sont contre l'élection du président de la République sous suffrage universel direct. Comment voulez-vous donner le pouvoir à un peuple monarchiste et régicide, la liberté d'élire son roi et de lui couper la tête? D'ailleurs, c'est ce qu'on est exactement en train de vivre. Le président de la République a été réélu sans doute égard à des circonstances, et ce qu'il est en train de vivre à l'Assemblée nationale démontre, d'une certaine manière, un vote de défiance immédiatement après sa réélection. Donc il faut avoir ça en tête. Je pense qu'on ne met pas assez en avant, et c'est moi, évidemment, et ça ne vous choquera pas, venant d'un homme de centre droit, mais moi je crois qu'il faut complètement réinventer le rôle des pouvoirs locaux, que notre décentralisation est totalement inachevée, et que la dernière force de la démocratie française, c'est cette armée de 500 000 élus locaux. 1% de la population adulte dispose d'un mandat électif dans notre pays. On est dans le monde, l'un des pays du monde qui a le plus d'élus. Je suis à titre personnel plutôt pour la réduction du nombre d'élus globalement, mais disons que c'est un avantage. Disons que c'est un avantage et que ça doit nous permettre de le faire. Et moi, je suis pour un acte. Vous savez, François Léotard avait écrit en 1997 dans Le Monde un article qui s'appelait « Il faut fédéraliser la France ». Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, je pense qu'il y a, en termes de démocratie, des choses à faire. Et je vais même plus loin. Ce n'est pas simplement donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales. C'est repenser complètement leur mode de gouvernance. Et dans le mode de gouvernance des collectivités territoriales, je suis pour l'introduction de la séparation des pouvoirs. Le maire est l'organe exécutif et il préside le délibératif. En réalité, il concentre les pouvoirs en ses mains, ce qui fait du maire français quelqu'un d'extrêmement puissant et réactif. Mais en termes de vie démocratique, ça affaiblit considérablement les pouvoirs du conseil municipal. Et je pourrais transposer la chose de la même manière au niveau des régions ou des départements, où vous voyez bien qu'un certain nombre de nos présidents de départements ou de régions annoncent Urbi et Torbi les décisions qu'ils ont prises sans même prendre la précaution d'avoir simplement demandé l'avis aux assemblées délibérantes qu'ils président. Donc il y a une forme de présidentialisation des fonctions des exécutifs locaux qui est préoccupante. Donc moi je pense que si on veut faire vivre la démocratie et la sauver, il faut renforcer les collectivités territoriales, leurs prérogatives et leur gouvernance, et il faut le faire rapidement. Vous avez quand même observé que c'est un élément qui est complètement occulté du débat politique actuel. On n'en parle absolument pas, alors que ça représente pour moi un sujet. Et enfin, j'attire notre attention collective sur le fait que nous entrons dans une période, si je mets les élections européennes de côté, nous rentrons dans une période qui est un tunnel sans élection de 4 ans. Un pays comme le nôtre, où les élections sont une forme de respiration démocratique, une manière
même si c'est pas bien, même s'il y a un risque de transformer certaines élections locales en élections de mi-terme, il y a quand même une utilité que les Français s'expriment. Pendant 4 ans, jusqu'en mars 2026, c'est-à-dire les municipales, il n'y aura aucune élection dans le pays, hormis l'élection européenne. Donc chacun conviendra que, eu égard à son statut et au fait qu'elle est relativement peu connectée aux enjeux nationaux, ce ne sera pas une élection, ou ça risque d'être une élection qui sera une élection d'expression de colère, mais ce ne sera pas en tout cas une élection constructive. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant, parce que ça peut aussi causer des difficultés dans le corps social. Monsieur le professeur, comme je l'ai dit au début de la conférence, vous avez publié un ouvrage sur le scrutin proportionnel. En quoi celui-ci permettrait-il d'assurer la représentativité ? La question, c'est plutôt donc quels seraient les éléments pour sauver, si j'ose dire, la démocratie représentative, hein, pour reprendre un petit peu je vais dans le même sens que mes deux augustes prédécesseurs. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec l'un et l'autre. Je pense qu'effectivement la première réponse, c'est peut-être reprendre conscience de ce que c'est que la responsabilité politique, à tous les niveaux d'ailleurs. Notamment au niveau suprême. C'est une question qui est à la fois c'est tout à fait pour la Cato d'ailleurs, hein, c'est à la fois une question de philosophie politique essentielle et une question de droit et de droit constitutionnel. C'est quelque chose, moi, qui me frappe énormément, c'est le fait que c'est le genre de question dont on parle sans arrêt et que ensuite on met systématiquement sous le tapis. L'exemple type, c'est le président Sarkozy qui, élu en 2007, fait la feuille de route de ce qui va être la révision de 2008, explique que si la Ve République est en crise, c'est parce que depuis finalement les années 70, on a complètement occulté cette question de la responsabilité qui doit donc être l'élément central de la révision constitutionnelle. Et résultat, 1 an plus tard, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 parle de plein de choses, sauf de ça. Voilà. Et ensuite, ça continue comme ça. Mais voilà, de fait, pourquoi est-ce que les politiques seraient les seuls à ne pas pouvoir rendre de compte ? Et l'un des moyens de rendre des comptes, c'est peut-être justement, et là, ça répond peut-être un petit peu à l'angoisse du sénateur Hervé sur le fait qu'il y ait un tunnel de 4 ans sans élection. Peut-être que l'une des réponses à ce type d'angoisse et à la question de la responsabilité, ce serait peut-être de réfléchir à un référendum d'initiative populaire sur différents modes, c'est-à-dire le moyen pour le peuple, lorsqu'il se sent un petit peu frustré de démocratie, eh bien de lever le doigt et de prendre la parole en quelque sorte. Ça, ce serait effectivement quelque chose de tout à fait intéressant et, me semble-t-il, je connais un tout petit peu l'histoire de la construction de la Ve République, tout à fait conforme finalement, comme je disais tout à l'heure, à son ADN, à son esprit profond. Une autre solution, et c'est celle qui effectivement a donné lieu à ce petit bouquin qu'on a sorti il y a 3 semaines avec mon collègue Christophe Boutin, c'est réfléchir effectivement à la proportionnelle et nous plaidons, nous carrément, pour la totale, c'est-à-dire la proportionnelle intégrale, en expliquant que la proportionnelle avec des petits bouts, ça a toujours un côté un peu fauné, un peu fallacieux, un peu et que au fond un scrutin, une proportionnelle intégrale n'est absolument pas contraire, là encore, nous semble-t-il, à la logique profonde de la Ve, et notamment, et là je reprends les remarques très très suggestives du sénateur Rudulier, au parlementarisme rationalisé et finalement à la boîte à outils considérable qui a été établie en 58 et pratiquée de manière plus ou moins heureuse au cours des 60 dernières années finalement. On a tous les moyens finalement pour avoir un élément de réponse, me semble-t-il, à cette crise de représentativité. Si on a effectivement, si on donne aux Français la possibilité d'avoir des élus
conformes à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils veulent, eh bien, voilà, l'un des éléments de cette crise, a priori, est supprimé. Le problème de la représentation et de la représentativité, c'est lorsque vous pesez effectivement 30% des voix aux élections présidentielles et que vous avez 8 députés ensuite aux élections législatives. Ça ne peut plus marcher, si vous voulez. Et c'est évidemment l'un des problèmes qui se pose. Alors, vous allez me dire, il y a eu des élections législatives qui ont invalidé cette remarque tout récemment, mais voilà, il s'agissait d'une série de hasards qui se sont combinés pour arriver à ce résultat. Mais il faut changer les choses. Et là encore, je veux dire, du centre à la droite et de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, au fond, il y a quand même une quasi-unanimité pour admettre que la proportionnelle est quelque chose de plus juste d'abord, et quelque chose qui... Voilà, dans un système comme la Ve République, avec effectivement un chef de l'État élu au suffrage universel direct, qui reste, quoi qu'il en soit, le centre du jeu politique, qui ne poserait pas de problème majeur de fonctionnement et d'équilibre. Voilà. Très bien, merci à vous trois pour ces réponses à mes questions. Je vais vous donner la parole, cher public, en guise de faveur pour la démocratie directe. Une seule question, malheureusement, parce qu'après nous passerons au cocktail qui a lieu à côté. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à poser à l'un des trois intervenants ou même aux trois intervenants? Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser lors du cocktail, si nos trois invités veulent rester avec nous. Mais oui. Allez-y, monsieur. C'est compatible d'avoir la présidence de l'Europe, comme on vient d'avoir jusqu'à demain, et d'avoir des élections présidentielles et législatives en même temps. Est-ce que constitutionnellement parlant, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça n'est jamais existé avant? C'est une question. Réponse très directe. Il a été fait comme proposition au président de la République de différer la présidence de l'Union européenne. Il n'a pas souhaité différer la présidence de l'Union européenne. Enfin, présidence du Conseil, hein, qui est en réalité beaucoup. En fait, je dis en Européen convaincu, on en fait des tonnes sur la présidence. Je crois que c'est la République tchèque qui prend la suite. Tous les États, la Malte ou la Bulgarie président aussi l'Union. C'est une présidence technique. Tout le reste est de la communication politique. Mais en réalité, aucun des grands sujets que le président de la République avait annoncé comme étant des sujets sur lesquels on avancerait n'a bougé d'un iota. Et la situation internationale, en plus, a dominé complètement la présidence. Je crois que non, mais oui. non. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de Français qui ont voté pour Macron parce que la France occupait la présidence tournante de l'Europe? Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que le fait d'avoir un président de l'Europe qui doit prendre des décisions en connaissance de cause en Europe, parce qu'on a des informations qui n'est pas forcément en France, est-ce que le fait d'avoir, si parce que vous avez des informations que vous n'avez pas généralement, est-ce que le fait d'avoir ces informations-là, d'avoir une façon de parler politiquement pour l'Europe et non pas pour la France, est-ce que ça n'a pas joué dans le cadre de la campagne présidentielle? Parce que de toute façon, on n'était pas dans un schéma normal. Je vous laisserai continuer ce débat juste après. Merci à tous d'être venus. N'oubliez pas que le professeur Rouvillois a un livre que vous pourrez acquérir à l'issue tout de suite même de la conférence et qui pourra être dédicacé. Merci messieurs les sénateurs et merci le professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.